vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission d'un nouveau fabuleux destin, toujours accompagné de mon binôme, mon amie, Isabelle Didi Oliel. Bonjour Isabelle. Salut Galit. Comment vas-tu ? Très bien. Je suis ravie. Alors, Isabelle, aujourd'hui, on va voyager dans le destin fabuleux mais tragique d'une étoile filante, celui qui en 5 ans seulement a inscrit son nom dans l'histoire de la chanson française. Allez Isabelle, dis-nous. Eh oui, alors Galit, on va parcourir le destin de ce chanteur, beau comme un dieu grec, un sourire à faire tomber, une voix magnifique et puissante, l'enfant chéri de la variété française. Allez, si je te dis Galit, laisse-moi t'aimer, tu me dis... Mike Brandt, bien sûr. Évidemment, Mike Brandt. regarde, j'ai mis sa veste pour lui rendre hommage ce soir. Alors Mike Brandt, celui dont on fredonne, c'est encore ses chansons, 47 ans après sa mort tragique en 1975. Mike Brandt chantait « On se retrouve par hasard ». Mais il n'y a pas de hasard, Galit, aujourd'hui, puisqu'en plus, il est né en février, et nous sommes en février. Ouais. Et il chantait aussi « Serre les poings et bats-toi ». Et il lui a fallu serrer des poings dans un monde peut-être un peu trop cruel pour ce rêveur qui se disait « Je serai chanteur ou clochard ». Mike Brandt, ce sont encore des dizaines de chansons, 47 chansons plutôt, en 5 ans d'une carrière frénétique. Oui. Alors Mike Brandt, pour comprendre la trajectoire et le destin tragique de cette star disparue à 28 ans, très prématurément, il faut commencer par raconter ses premières années. Les premières années de Moshe Brandt. De Moshe Brandt, exactement. Donc Moshe Brandt né le 1er février 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à Chypre, à Fagamoust plus précisément, dans un camp de réfugiés. Alors c'est le premier enfant de Bronia et de Fischel Brandt, tous deux rescapés de la Shoah, alors qui veulent rejoindre la Palestine sous mandat britannique à ce moment-là, qui va devenir bien sûr le futur État d'Israël. Alors Bronia est juive polonaise, elle est rescapée des camps d'Auschwitz, c'est l'unique survivante de sa famille, c'est une jeune femme évidemment traumatisée, elle a vu son père se faire tuer, sa mère mourir de faim sous ses yeux, et puis il y a son père, Fischel, polonais lui aussi, qui a 20 ans de plus que sa femme. Alors il a été résistant et lui aussi a perdu toute sa famille dans les camps. Alors, ce sont deux âmes brisées, évidemment, qui se rencontrent à la fin de la guerre et ils n'aspirent qu'à une seule chose, aller de l'avant et puis vivre. Et oui, et donc c'est le 30 septembre 1947 que la petite famille va débarquer en Israël, dans la ville de Haïfa. En 1947, en Israël et à Haïfa, il y a rien, il y a presque rien. Ce couple, il va participer en fait à la construction du pays et de la ville. Tous ceux qui arrivent à ce moment-là, ils participent. Le père est employé de mairie, petit salaire. Ils vivent dans un quartier pauvre, mais peu importe. L'important, c'est qu'ils sont vivants et ensemble, ils ont toute une vie à construire. Et puis viendra la naissance d'un deuxième garçon, Tzvi. 3 ans après Moshe, on est en 1950. Et oui, et là, tout pourrait aller pour le mieux, mais malheureusement, comme dans beaucoup de familles de rescapés de cette horrible période, le sujet de la Shoah est tabou dans la famille Brandt. Les parents n'en parlent pas, car ils pensent préserver leurs enfants. Mais on sait aujourd'hui que finalement, les non-dits ne préservent rien du tout. Sûr. Et sûrement, et au contraire. Et donc l'atmosphère à la maison était pesante. D'ailleurs, Zvi, son frère, dit que la Shoah coulait dans leurs veines. Et ouais, conséquence ou pas de ce lourd héritage, comme tu viens de le dire, le petit Moshe démarre dans la vie avec un sérieux handicap. Il ne parle pas. Tout le monde pense que Moshe Brandt est muet. Et puis, un beau jour, ça va se débloquer. Il a 4 ans. Il dit son premier mot. Ses parents sont subjugués. Enfin, il parle. Eh oui, le marchand de glace passait tous les soirs, donc il dit glace, d'après son frère Zvi. Donc il parle bien, il parle vite, Moshe Brandt, et surtout il chante. Là, il chante à tue-tête tout le temps. Il a une puissance vocale rare pour son âge. Et puis, il a un vrai talent d'imitateur. Il imite ses professeurs, il fait rire la galerie. Alors, Moshe est indiscipliné, il passe plus son temps à l'extérieur de la classe qu'à l'intérieur. Et puis, souvent, il sera renvoyé pour ses frasques. Eh oui. Alors, Moshe passe son temps, tu l'as dit, à faire le clown, peut-être pour contrebalancer une ambiance un peu pesante qui règne dans le foyer. Il a 10 ans quand sa mère fait une dépression. C'est à ce moment-là qu'il apprend par hasard les horreurs et le passé
de la Seconde Guerre mondiale, le passé à Auschwitz, les épreuves qu'elle a traversées et qu'elle lui a bien sûr cachées. Ses parents seront d'ailleurs souvent hospitalisés et déprimés, séquelles bien sûr de cette période horrible. Et oui, mais très vite, le chant et la musique deviennent le refuge du jeune Moshe. C'est une évidence pour lui. Il veut être chanteur. Il a vite compris que la musique va lui servir d'exutoire, en fait, pour exprimer les douleurs du passé qu'il portait indéniablement. Et il n'a pas que la voix, comme Atou. On le sait, dès l'adolescence, déjà, son pouvoir de séduction et fait des ravages. Il est très beau, très grand, très mince, et il a un succès fou. Les femmes sont subjuguées par sa beauté. Et oui, alors même si la musique représente tout pour lui, ses parents veulent qu'il se trouve un vrai métier. Un chanteur, c'est pas un métier. Adolescent, il va alors essayer, exercer un nombre incalculable vraiment de petits boulots. Ça va aller de gardien de musée à guide touristique, en passant par mécanicien. Ça part dans tous les sens. Et puis surtout, ça désespère ses parents parce qu'ils gardent jamais un travail très longtemps. Mais pour lui, comme tu l'as dit au départ, Isabelle, c'est chanteur ou clochard. Ouais, mais alors il n'est pas si serein que ça, le jeune Moshe, toujours cette ombre qui plane au-dessus de sa tête. Dès l'adolescence déjà, on peut remarquer qu'il a deux visages. Il est tantôt doux et heureux, tantôt colérique et malheureux. Alors à 15 ans d'ailleurs, il va être opéré pour un ulcère, ce qui est rare. Un ulcère à l'estomac. Un ulcère à l'estomac, oui. Ce qui est rare à cet âge. Et qui va l'empêcher d'effectuer son service militaire, mais il va apprendre à cacher ses failles. Il est très ambitieux, il est obsédé, il veut absolument devenir chanteur. Alors, il a 16 ans, il va rencontrer l'amour pour la première fois avec une voisine, Sarah Itzkovici, la plus belle femme du quartier. Alors, Sarah est hôtesse de l'air. Elle a surtout 10 ans de plus que lui. Elle est totalement séduite par la voix du jeune chanteur qu'elle entend chanter comme ça dans le quartier, dans les rues du quartier. Et puis, elle a un vrai coup de foudre. On est au début des années 60 et bien sûr, cette histoire va un petit peu faire jaser, faire scandale dans le quartier, mais elle s'en fiche, Sarah. Pour elle, l'âge n'a pas d'importance et cette romance hors norme, elle va quand même durer 2 ans. 2 ans, ouais. Donc, et puis là, son frère Zvi va lui présenter des amis musiciens qui cherchent un chanteur pour leur groupe. Alors bien sûr, Moshe fait sensation et rejoint le groupe qui s'appelle les Skymeisters. Alors il veut réussir, il est très sérieux, très dans le travail, il est très élégant, il a l'allure vraiment du jeune crooner à l'américaine. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut lui devenir. Ouais. Et il va vite se faire remarquer. Le 31 décembre 1963, alors le groupe est sélectionné pour animer le soir du réveillon dans un grand hôtel de Haïfa, et Mike Brandt touchera là son premier cachet de chanteur. Et oui, alors pas seulement Isabelle, parce que ce concert, donc bien sûr il va toucher son premier cachet, mais ce concert va être un vrai tournant parce que le public est subjugué. Et le jeune chanteur réalise à ce moment-là qu'il a quelque chose peut-être de spécial, ce petit supplément d'âme, une voix, une présence. Et puis, ça lui donne un certain... Il réalise même le pouvoir que ça peut lui donner. Une fois qu'il a compris ça, il n'y a plus de limite. Oui. Alors donc, le groupe décroche un contrat dans la boîte de nuit la plus connue de Haïfa, le Rondo, et prend rapidement la direction de Tel Aviv pour 2 autres années de folie. Alors, à 18 ans, Mike Brandt découvre les nuits. Et c'est déjà une vedette locale, mais lui, il veut plus. Il veut vraiment devenir une star. Ouais, et puis pour ça, il lui faut un nom de star. Donc, on est en 1965. Moshe, c'est pas très glamour. Ouais. Du coup, il choisit Mike et il exige de tout le monde qu'on l'appelle Mike, même sa mère qui a du mal avec ce changement de prénom. Et elle lui dit pour moi tu seras toujours mon petit Moshe. Oui. Et non, il s'en fout, il lui répond que si elle l'appelle Moshe, il lui répondra pas. Voilà. Et puis Mike Brandt est né, un nom très américain, très international, pour celui qui est convaincu d'avoir un avenir planétaire. Exactement. Alors là, il est repéré par une troupe qui propose la musique israélienne à travers la planète, à travers le monde, la troupe Carmon de Jonathan Carmon. C'est l'occasion pour Mike de se professionnaliser en se produisant dans les plus grandes salles de la planète, à Broadway, entre autres. Il s'impose très vite comme le chanteur vedette de la troupe qui reprend des musiques israéliennes, mais aussi en yiddish. Et puis, il connaît un énorme succès. Alors, c'est l'occasion pour lui de gagner en assurance. Il a un charme fou. Tous ceux qui croisent
tombe sous son charme. Mike Brandt fait l'unanimité. Et oui, et puis en 1967, Fischel Brand, son père, va mourir d'une crise cardiaque. Mike a 20 ans, il est en tournée, bien sûr, et puis il arrive trop tard à son chevet, il est très affecté, et désormais, il va commencer chacune de ses prestations en interprétant la chanson préférée de son papa. Eh oui, mais alors c'est en avril 1969 que le destin de Mike Brandt va véritablement basculer. Un impresario a repéré le jeune chanteur qui lui propose de venir chanter à Téhéran. Et là, Mike Brandt se produit donc tous les soirs dans le club de l'hôtel Baccarat. Alors c'est à l'époque, le Baccarat est l'un des plus célèbres music halls du Moyen-Orient. Tout le monde y va. Et au même moment, Sylvie Vartan, qui est déjà elle une grande vedette française très connue, séjourne à l'hôtel Baccarat et pour une tournée, et elle y est avec son assistant particulier qui n'est autre que Carlos. Et oui, alors tu vois, on le raconte comme ça avec beaucoup de légèreté, oui. Mais quand même, un Israélien qui chante à Téhéran, aujourd'hui, ce serait quelque chose d'impossible. Évidemment. Mais c'était, on était encore 25 ans après la guerre, c'était encore des belles années. Et puis Carlos et Sylvie Vartan ont l'occasion donc d'assister à quelques concerts de ce jeune chanteur israélien, et ils ne peuvent que constater l'effet qu'il a sur le public. Ils n'y échappent pas d'ailleurs, ils sont eux aussi subjugués par Mike Brandt, par sa voix hors du commun, par son charisme, et ils vont immédiatement lui proposer de venir tenter sa chance à Paris. Eh ben oui, en plus pour un Israélien, justement, la France à l'époque, c'est prestigieux. Donc dès la fin de son contrat à Téhéran, Mike s'envole pour Paris. On est en 1969, c'est l'été. Il débarque avec en poche le numéro de téléphone de Sylvie Vartan et de Carlos, les deux seules personnes qu'il connaît. Oui. Il arrive avec ses petites économies. Alors Carlos et Sylvie sont injoignables. Oui. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait même pas de répondeur. Et pas du tout. Donc, il ne sait pas que Sylvie Vartan, elle, n'est pas sur Paris. Carlos, lui, est en tournée. Bon, il va profiter pour découvrir la capitale, découvrir la musique française. Et puis, il essaye toujours de les joindre, et impossible. Donc là, il n'a pas d'autre choix que de rentrer en Israël. Et oui, il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Donc là, il va à l'aéroport, et puis, signe du destin, je ne sais pas, il retente d'appeler Carlos, qui là, avant d'embarquer, lui répond et lui dit non, tu ne pars pas. Tu reviens tout de suite à la maison. Et là, c'est parti. Carlos va donc héberger Mike, qu'il va prendre sous son aile. Et comme il le lui avait promis, il lui ouvre les portes du métier. Alors, il le confie à Jean Renard, un poids lourd à l'époque, un poids lourd du showbiz, directeur artistique de Sylvie, et qui vient de cartonner avec le plus grand succès de l'année 1969. C'est lui qui a écrit à Johnny Hallyday la chanson « Que je t'aime ». Alors tout va très vite. Alors là, le 25 août 1969, Mike Brandt passe une première audition. Pour Jean Renard, c'est un choc. Quand il le voit, il dira, en plus de son allure, de sa beauté, ce qui ressortait à travers son sourire clair, c'était son pragmatisme de star. Et puis, il avait une telle aisance de voix et surtout une telle vibration qu'il m'a fallu quelques secondes pour me remettre de ce choc éprouvé. Et oui. Alors, dans les jours qui suivent, très très vite, il fait signer à Mike Brandt son premier contrat français. Et en quelques jours seulement, il lui compose un titre spécialement conçu pour conquérir un public féminin, vu le physique du type. Alors, la chanson, c'est « Laisse-moi t'aimer ». Alors, c'est cette chanson qui naît alors que Mike Brandt ne parle pas vraiment un mot de français. Ça, il faut vraiment le rappeler. Ouais. Il écrit chaque mot en phonétique, en hébreu. Et puis au début, il ne savait même pas prononcer. Alors, Jean Renard raconte ça très bien. Il dit qu'il écrivait chaque mot en phonétique en hébreu, en israélien, dit même Jean Renard. Ouais. Et puis, à chaque fois, il faut travailler chaque syllabe. Et alors, il lui répétait « Laisse-moi t'aimer ». Et lui, il disait « Lâche-moi t'aimer ». Alors, il lui disait « Non, laisse-moi t'aimer. Lâche-moi t'aimer ». C'est pas mal. C'était très rigolo. Et puis, c'était donc, ça prenait des heures et des heures de répétition pour apprendre la prononciation de chaque mot.
Et puis après, il fallait y mettre l'intention, parce que c'est pas tout d'avoir prononcé. Exactement. Alors voilà, il a travaillé des heures, et quand le disque est enfin enregistré, il faut lui trouver un look. Oui. Donc, des chemises à jabot, des paillettes, voilà, pour les paillettes, coiffées dans un style romantique, en faisant pousser ses cheveux longs. Et c'est là que Mike Brand devient Brandt, on lui rajoute avec un D, voilà, le D, on lui devient un T. Voilà. Et au début de l'année 70, le phénomène Mike Brandt est prêt à déferler sur les ondes. Et oui, alors la première étape, c'est d'obtenir donc le passage de la chanson à la radio. Ça, c'était à l'époque un passage incontournable pour faire connaître. Et à l'époque, c'est RTL, la radio la plus importante de France. Rendez-vous avec la directrice des programmes, qui est immédiatement conquise quand on lui fait entendre la voix de ce jeune chanteur. Mais elle doit convaincre la direction de la radio, qui ne semble pas convaincue. C'était vraiment les passages en radio à l'époque, comme je te l'ai dit, qui déterminaient vraiment si une chanson allait avoir du succès ou pas. Finalement, ils finissent par accepter de passer le titre, et dès la première diffusion, c'est un carton. Et ce qui arrivait à l'époque et qui n'arrive plus aujourd'hui, les standards explosent. En moins d'une semaine, la chanson s'installe dans le hit parade. La chanson s'impose sur les ondes et Jean Renard veut maintenant faire monter Mike Brandt sur scène. Alors, c'est le 21 janvier 1970, à Cannes, que Mike Brandt va interpréter Laisse-moi t'aimer pour la première fois sur scène du grand gala du Midem, le marché international du disque et de l'édition musicale. Alors, un passage obligé pour espérer percer dans la... Et oui, et en plus de chanter devant un public, Mike passe pour la première fois à la télé, puisque c'est un événement qui est aussi télévisé. Exactement. Alors en plus au début, on le sent timide quand il chante, et puis il donne tout. Là, il y a une vraie prouesse vocale. C'est extraordinaire. Le public est conquis. Le mythe Mike Brandt vient de naître. Alors Laisse-moi t'aimer devient numéro 1 des ventes en France. Sa carrière est lancée. Alors, à cette époque, un disque qui marchait, c'était en moyenne 100 ou 200 000 exemplaires de vendus. Alors, c'était des 45 tours, voilà. Mike va vendre 1,5 million de Laisse-moi t'aimer. Incroyable. Donc, quand la moyenne se situe entre 100 et 200 000, lui, il en vend 1,5 million. Le petit Moshe des rues de Haïfa, qui rêvait d'être une star, est en train de réussir son pari. Il dépasse même Rika Zaraï à l'époque, en chemise, sans pantalon. Une autre chanteuse israélienne très populaire à ce moment-là. Et voilà, il cartonne. Ah oui, alors Galit, là c'est le début d'un tourbillon, mais frénétique, qui ne va plus s'arrêter. Mike Brandt enchaîne les tubes, les concerts. À chacune de ses apparitions, la foule est en délire. Il est littéralement agressé par les femmes, qui coupent même des mèches de cheveux. Les filles tombent dans les pommes. En moins d'un an, Mike Brandt passe du statut du petit chanteur d'hôtel à Téhéran à celui d'idole nationale en France. Alors, un changement de vie, bien sûr, radical, dont Mike va profiter pleinement. Il profite des nuits parisiennes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en plus de chanter l'amour, Mike Brandt donne de sa personne. Oui. Il enchaîne les conquêtes. Ouais. Nicoletta raconte que quand une femme lui plaisait, il avait cette expression, il disait qu'il aimerait bien faire shingelingeling. Ah oui, c'est très rigolo. Ah ouais, c'est très sympathique. mais il a des conquêtes, mais il travaille aussi beaucoup. Ah bah oui. Alors, il ne parle pas un mot de français, on l'a dit. Voilà, il doit travailler chaque syllabe de chaque mot et toujours avoir la bonne intention. C'est difficile quand on ne comprend pas ce qu'on dit. Oui. Mais il y arrive, et rien ni personne ne résiste à son charme. Il faut aussi le rappeler, à cette époque, la concurrence est grande. Et pour exister entre un Claude François et un Johnny Hallyday, il faut vraiment occuper le terrain. Et son producteur, Jean Renard, fait feu de tout bois. Le 13 février 1971, Mike Brandt
va être victime d'un accident de la route, pas très grave, mais il en profite pour faire un coup de pub spectaculaire en ajoutant bandage et tuyaux, enfin voilà, sur un mic complètement hilar. Et puis les photos sont vendues à France Soir et boostent les ventes d'un nouveau 47 tours qui est dans la foulée. Nous irons à Sligo. Alors moi j'aime bien cette chanson parce que il parle des Isabelles. Alors, nous irons à Sligo. Isabelle, ça cartonne moyen, pas autant que les autres disques, mais ça vient déjà être un mini coup quand même au moral de Mike Brandt, son premier petit accro. Et puis il va y avoir la rencontre avec Dalida qui va provoquer la rupture avec celui à qui il doit tout, Jean Renard. Et oui, Dalida l'a tout de suite vu comme un petit frère, quelqu'un qu'elle avait envie de protéger. Et elle propose à Mike de faire sa première partie à l'Olympia et aussi une interview télévisée. Alors Mike en rêve et accepte sans en parler à Jean Renard, qui se sent trahi. Parce que Jean Renard, lui, refuse car il a un plan et il préférait que Mike Brandt fasse Olympia en tant que vedette. Ouais. Quand il sera prêt. Mais là, il ne le sent pas prêt et il menace de le quitter s'il accepte de faire quand même. Mais Mike ne l'écoute pas et Jean Renard tient parole. Il coupe court avec Mike et là, c'est une rupture non seulement professionnelle mais aussi amicale. Et là, on est à la fin de l'année 1971. Oui, et puis Jean Renard avait raison, puisque le passage de Mike Brandt à l'Olympia ne prend pas. Les critiques sont catastrophiques. Le jeune Israélien était trop pressé et il est passé vraiment à côté de son Olympia et aurait sûrement dû écouter son producteur. Tout ça, ça va le fragiliser psychologiquement et entraîner une conséquence terrible puisque plus jamais Mike Brandt ne chantera sur une scène parisienne. Ouais. Là, il comprend qu'il est difficile d'avancer seul. Il a besoin d'une nouvelle équipe. Donc là, il engage alors des managers, 2 frères jumeaux, Georges et Hubert Baumann. Et pour épater sa nouvelle équipe, Mike Brandt a besoin d'un nouveau tube. Il en a en réserve la reprise d'une chanson portoricaine, Quesera, qui va devenir Qui saura en français. Alors, Qui saura devient un tube phénoménal qu'on connaît plus qu'un succès, c'est un raz-de-marée. Et oui. Et puis on est en 1972 et Mike Brandt est en France depuis un peu plus de 2 ans déjà. Il a sorti 7 45 tours et ils ont tous cartonné. Ça a tous été, à part Sligo, moyen, mais quand même pas un échec. Oui. Ils ont tous été des tubes. Il a tout pour être heureux, mais ceux qui le côtoient au quotidien sentent bien qu'il y a chez lui une sorte de spleen comme ça permanent. Et effectivement, pour Mike Brandt, le bonheur, c'est une denrée rare. Au fond, c'est un garçon qui est peu sûr de lui, qui est sensible, sûrement trop sensible, et qui, curieusement, ne se trouve pas beau. Et ouais, Galitine, il a du mal à se reconnaître dans cette image de chanteur à paillettes qu'on lui a fabriquée. Ouais. Sa seule certitude, lui, c'est qu'il a une belle voix. Ça, il le sait. Mais même si au-delà d'avoir une belle voix, il a une voix rare. Il se baladait sur 3 ou 4 octaves. Quand un bon chanteur d'opéra en a 2,5. Ouais. C'est exceptionnel. Mais les gens lui disaient plus souvent qu'il était beau. Oui, plutôt qu'il était un bon chanteur. Alors, il traînait son spleen, mais ils étaient peu nombreux, ceux qui s'y intéressaient vraiment, car il faut le dire, pour les producteurs de l'époque, les managers et les gens du milieu, Mike Brandt, c'est la poule aux œufs d'or. C'est vraiment un objet, en fait. Et pour sa nouvelle équipe, il n'est pas question de changer quoi que ce soit, puisque c'est ça qui fait son succès. Oui, bien sûr. Et la pression, ça me cumule. Il enchaîne les tournées, les enregistrements à un rythme fou. Un 47 tours tous les 3 mois, 5 galas par semaine, dans toute la France. Alors, aucun répit. La pression des fans de plus en plus forte, de plus en plus étouffante. Ça devient difficile, vraiment, là, pour lui. Et un soir, son nouveau parolier, qui est Michel Jordan, je sais pas, s'en rend compte en découvrant le domicile de Mike Brandt. Il va dans les couloirs sur le palier des femmes. Les filles, elles dormaient sur son paillasson. Mike Brandt met un certain temps à ouvrir la porte, et puis la pièce est sombre, les volets sont fermés. Pour éviter les intrusions, il est totalement coupé du monde. En face de chez lui, il y a des photographes nuit et jour qui braquent leurs objectifs sur le jeune homme qui n'a alors que 25 ans.
ans, et qu'il ne voit que dans son succès qu'un enfermement, en fait. Et dans le showbiz, tout le monde se connaît et se fréquente. Des groupes d'amis se forment, mais pour Mike, la barrière de la langue, vraiment là, elle est difficile à surmonter. Il est vraiment très seul. Et pour tromper cette solitude, il multiplie, comme on l'a dit, les conquêtes. Mac, il se demande toujours si les femmes aiment Mac. Si les femmes qui aiment Mac pourraient aimer Moshe aussi. Eh oui. Malgré tout, il y en a qui compteront. Il y a des femmes qui compteront, notamment Corinne Veil, une étudiante suisse de 19 ans, qui, et ça fait partie bien sûr de ce fabuleux destin, deviendra plus tard, bien plus tard, la femme de son frère Tzvi. Alors, Mike n'a pas eu la chance de trouver celle qui aurait peut-être su et pu lui apporter la stabilité qui lui manquait. Mike Brandt finit par se rendre compte que cette vie dissolue ne lui correspond pas. Il a des moments de grande mélancolie et on raconte qu'il peut rester des heures sans parler. Oui. Un événement qui va définitivement le plonger dans la dépression et dans l'angoisse. Cet événement qui le touche au plus profond de ses racines, c'est la guerre de Kippour. En octobre 1973, le pays de Mike Brandt est attaqué, mais surtout son frère part au combat et il est très inquiet à ce moment-là. Et oui, alors réformé, lui, n'est pas appelé, mais il décide immédiatement de rentrer en Israël. Il va participer à sa manière, il va aller chanter pour les soldats, il visite les hôpitaux, il donne son sang, il offre des disques aux soldats. Il est hors de question pour lui de ne pas être présent ici en Israël à ce moment-là. Et il va vivre tout ça assez mal. Cette guerre le touche profondément. Entre Mike et Moshe, c'est le grand écart. Et quand il rentre à Paris, définitivement quelque chose a changé. Complètement. Alors oui, cet épisode va réveiller en lui évidemment les peurs enfouies de son enfance et il plonge carrément dans une paranoïa avec des crises parfois irrationnelles. Il a peur d'être enlevé, il pense être une cible par rapport à sa nationalité, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler, comme les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques. C'était quelques mois plus tôt. Exactement, un an plus tôt. Donc du coup, il prend des cachets pour dormir et 4 ans après son arrivée à Paris, Mike Brandt est à bout de force. Ouais, et c'est à cette période compliquée pour lui qu'il va rencontrer une autre femme, Gita, qui va compter elle aussi, une hôtesse de l'air elle aussi, danoise, qui ignore tout. Alors elle ne sait pas du tout que c'est une star en France. Et en fait, ça, c'est une vraie bouffée d'air frais dans la vie du chanteur. Leur idylle se transforme rapidement en une romance passionnée. Et un jour, alors qu'elle vient à Paris, Mike demande à Hubert Baumann, son manager, de l'emmener à un de ses spectacles, mais sans lui dire que c'est lui le chanteur, la vedette. Gita est sidérée et finalement, ça va être un choc et elle ne se sent pas de taille à subir, à vivre cette pression et cette vie-là. Elle a du mal à supporter la vie d'idole de Mike Brandt et ce rythme effréné. Et elle va lui demander de choisir, en fait. Elle va lui dire, c'est moi ou ta carrière. Voilà, malheureusement, ça c'est un vrai coup dur pour Mike, mais bon, il a des contrats, et bien sûr, je pense même pas qu'il a dû envisager une seule seconde d'arrêter de chanter, c'est impossible. Quelques mois plus tard, cependant, il va essayer, parce qu'il était très amoureux d'elle, de la reconquérir. Ça sera trop tard, elle se sera déjà consolée dans les bras d'un autre. Un sacré coup dur. Et puis là, à ce moment-là, il va faire la connaissance d'un homme qui va le tirer encore plus vers le fond, Mike Brandt. On est en 1974. Après un concert, un homme d'affaires l'aborde. C'est un franco-israélien qui ne fait pas partie du tout du monde du show business. Il s'appelle Simon Van Traub. Alors, au premier abord, c'est un garçon sympathique qui dit avoir des intérêts dans des boîtes de nuit à Paris et puis qui s'occupe aussi des affaires d'un autre artiste excentrique, Salvador Dali. Mac est impressionné par cet homme au cigare et à la Rolls. Et puis en plus, Simon parle l'hébreu, donc ce qui rassure Mac. Il avait besoin. Et c'était tellement difficile ce barrage de la langue. Les deux s'entendent bien, mais ce personnage a d'autres idées en tête qu'une simple amitié. Oui, rapidement, Simon Weintraub va proposer à Mike Brandt de devenir donc son producteur. Il va lui proposer une association dans une boîte apparemment, à 50-50. C'est-à-dire que Mike va devenir son propre patron et ça le titille en fait, ça lui plaît bien. Voilà, il va avoir sa propre société et ne plus se contenter de cacher, c'est très tentant.
Il accepte et Weintraub fait main basse sur toute la carrière du chanteur. Mike va encore plus travailler, va encore vendre plus de disques, mais depuis cette association, étrangement, il ne va plus gagner d'argent. Et là, il craque, il considère avoir été abusé par un ami, par celui qui prenait pour son ami. Simon Weintraub ne connaît rien à la production musicale, il fait des graves erreurs de gestion et en tant qu'associé, Mike Brandt en paye les frais, évidemment. Il se sent trahi et ses angoisses reprennent et grossissent encore plus. Ça devient très dur. Et oui, et on est en mai 1974, juste avant une grande tournée prévue pour l'été. En plein concert, le chanteur va craquer en public pour la première fois. Il va être pris d'une terrible crise d'angoisse. Et au bout de 4 ou 5 chansons, il va laisser glisser son micro et quitter la scène. Le public ne comprend pas. Mike est en pleurs. Il est incapable d'expliquer son geste. Et chaque jour, force est de constater que son état psychologique se dégrade un peu plus. Ah oui, il est très angoissé, très nerveux, violent. Il brise même le miroir de sa loge d'un coup de poing. Et quelques semaines plus tard, alors encore un coup du destin, ses biens, ses toiles, ses porte-bonheur et surtout ses photos de famille, ainsi que les bijoux de sa mère, lui sont volés lors d'un cambriolage dans son appartement. Alors là, c'est terrible, il est désespéré. Mike Brandt ne veut plus être Mike Brandt à ce moment-là. Il n'y arrive plus et la tournée est interrompue. Et les frères Baumann, qui sont toujours donc ses managers, décident de le mettre au vert. Et ils l'emmènent en Suisse. Ils lui font consulter donc des médecins et le placent dans une clinique. Mais Mike refuse les traitements. Il ne veut pas prendre de médicaments. Et au bout de quelques semaines, dépassés, les frères Baumann vont appeler encore une fois Simon Weintraub à la rescousse et lui demandent de venir à Genève pour essayer de trouver ensemble une solution. Et oui, et là, le 22 novembre 1974, Mike Brandt rejoint Simon Weintraub dans sa chambre à l'Hôtel de la Paix à Genève, la chambre 509. Et les deux hommes se parlent longuement et personne ne sait évidemment ce qui s'est dit à ce moment-là. Mais 1 heure plus tard, Mike Brandt est retrouvé gisant sur un balcon 2 étages plus bas, gravement blessé et sans connaissance. Transporté à l'hôpital, il souffre de fractures importantes, mais sa vie n'est pas en danger. Oui, alors parmi les proches, son ancienne amoureuse Corinne Veil est l'une des premières à arriver sur les lieux. Les policiers donc interrogent tout le monde, dont Simon Weintraub. Selon lui, Mike a voulu se jeter par la fenêtre, mais sa botte s'est coincée dans la balustrade, lui évitant ainsi une chute fatale, même s'il est gravement blessé. Après quelques jours et plusieurs opérations à la jambe, Mike va reprendre connaissance, va donner une interview et rassurer ses fans. Il va assumer son métier de star jusqu'au bout, jusque sur son lit d'hôpital. Évidemment, et c'est André Torrent, l'animateur de Hit Parade, qui réalise cette interview. Alors Marc dira qu'il est étonné de lui-même, que c'était un moment de folie. Il n'accuse personne, c'était un trop-plein, trop de travail, trop de galas, trop de voyages, la vie privée, les femmes, il rassure ses fans et promet qu'il ne recommencera plus. Il minimise l'événement, Il aurait confié à Dalida qu'il était excédé par son nouveau producteur, qui ne lui versait pas les royalties, et ne tenait pas ses promesses de propulser sa carrière internationale telle que leur contrat le stipulait. Mike aurait dit à Weintraub qu'il préférait se jeter par la fenêtre plutôt que de continuer à travailler pour lui. Et en guise de réponse, Simon Weintraub a ouvert la fenêtre, lui a dit tu veux sauter, saute. Fort de cet hôpital, parce que crois-moi, maintenant je n'ai pas envie de suicider. Et je dis merci à Dieu qu'il m'a sauvé ma vie. Tout ça, mais c'était une connerie. Et je crois que ça va être la dernière fois, j'espère. Oui, je crois, c'est la dernière fois. Vraiment. Et puis son passé ressurgit, son enfance, la mémoire familiale, les fantômes, tout ça, ça refait surface. Il fait des cauchemars, d'étranges cauchemars, où il est persuadé d'être dans un camp de concentration. Il demande à plusieurs reprises si on lui a coupé les cheveux et si on lui a coupé les jambes. C'est terrible. En Israël, ces cauchemars, on a déjà mis un nom dessus. C'est le syndrome de la 2e génération. Mais en Suisse ou en France, on ne sait pas encore comment traiter ce syndrome. Mike devrait rentrer en Israël pour consulter des psychiatres israéliens qui connaissent bien le phénomène. Mais sa mère va même faire le voyage jusqu'en Suisse pour essayer de le convaincre de rentrer. Elle le supplie, mais il refuse et la rassure.
il minimise encore. Et oui, alors il prend des antidépresseurs et il se remet très vite au travail. Il pense que chanter va le remettre sur pied et le guérir de tous ses maux. Alors son parolier vient tout juste d'adapter en français un standard anglo-saxon qui lui plaît énormément en l'écoutant. Il a les larmes aux yeux parce que cette chanson c'est feeling et elle correspond exactement à ce qu'il avait envie de chanter depuis toujours. Là, Mac retrouve cette envie de chanter, ça lui rallume cette petite flamme qui était en train de s'éteindre. Et oui, et puis en février 1975, c'est un Mike Brandt en forme et presque heureux qui enregistre ce qui va devenir vraiment aussi son plus grand tube, ou un de ses plus grands tubes encore, puisqu'il n'y a que ça. Ouais. Dis-lui. Dis-lui. Alors, il vient de rencontrer Léna. Léna, c'est une jeune mannequin avec qui il parle même de s'installer. Il veut donner un nouveau souffle à sa carrière et comme ses déboires financiers avec Simon Weintraub ne sont toujours pas réglés, il se tourne vers une vieille connaissance. Il va recontacter Jean Renard, celui par qui tout a commencé. Et oui, il arrive chez lui. Ils sont tous les deux très émus et tombent vraiment dans les bras l'un de l'autre. Mike Brandt propose à Jean Renard de venir finir son album avec lui. Il a confiance et il a besoin de lui. Le producteur accepte, il lui promet une tournée. Le chanteur et son mentor sont enfin réconciliés et tout redevient possible. Mike reprend le goût à la vie. Là, il projette de s'installer à Neuilly, dans un appartement avec balcon, et il plaisante d'ailleurs sur sa tentative de suicide. Il dit à Georges Baumann, regarde, l'appartement n'est qu'au 2e étage. Si je décide de me rejeter, ça ne sera pas de très haut. Il rit de ça. Et oui, et il rit de ça. Alors, le 24 avril 1975, Mike Brandt veut tourner la page de sa période sombre. Il veut régler ses affaires avec Simon Weintraub. Ce matin-là, il lui rend visite, mais la discussion se passe mal. Et en fin de journée, Mike va aller chez une amie, Jeanne Cacci. Une amie qui habite au dernier étage d'un immeuble du 16e arrondissement. Il est tendu, nerveux. Il va décider de passer la nuit chez elle. Et le lendemain matin, le 25 avril, pendant qu'elle est sous la douche, Mike Brandt va commettre l'irréparable et se jeter encore par la fenêtre. Et cette fois, malheureusement, pas de miracle. Il va mourir dans l'ambulance qui l'amènera à l'hôpital. Eh oui, il n'a que 28 ans. Oui. Et voilà. Et la semaine suivante, Dis-lui sort dans les bacs et se vend à plus de 500 000 exemplaires. Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui. Dis-lui. voilà, c'est... Et voilà, et Mike Brandt, extraordinaire. Très, très belle chanson. Mike Brandt est enterré, alors il est ramené en Israël, il est enterré dans le cimetière de Chof à Carmel, le quartier de Neve David à l'ouest de Haïfa, le 7 mai 1975. Alors à Paris, dans le 16e arrondissement, il y a une place Mike Brandt qui a été inaugurée en 2018 et en 2020, la ville de Haïfa a donné son nom à une rue sur la Taillelette, sur la promenade de Bat Galim, dans le quartier de son enfance. Ouais. Son frère Zvi et sa nièce Yona Brandt entretiennent le souvenir de l'artiste au travers de projets artistiques et d'un fan club dont Yona est la présidente. Celle-ci a donné à sa fille le prénom d'Arava, qui était l'un des titres préférés de Mike Brandt, évoquant la terre frontalière de paix entre Israël et la Jordanie. Et oui, alors plusieurs thèses ont été avancées pour expliquer sa mort. Il y a eu pareil, c'est comme pour Michael Jackson, c'est comme pour Elvis Presley. Toujours les grandes stars comme ça, quand elles meurent, il y a toujours plein d'hypothèses. Alors assassinat, traumatisme psychologique avec ce fameux syndrome de la 2e génération. Ouais. On sait qu'il y a eu une violente dispute en yiddish qui a opposé la mère de Mike Brandt à Simon Weintraub après les funérailles de ce dernier, peu avant qu'elle soit, elle, victime d'un 2e infarctus qui lui sera fatal. Oui, donc et en plus, elle a vu son fils mourir après tout ce qu'elle a pu vivre. Et 3 ans plus tard, le 26 janvier 1978, c'est au tour de Simon Weintraub d'être retrouvé mort avec une balle dans le cœur et une autre dans la nuque, dans le bois de Boulogne à Paris. Ça aussi, encore une mort assez inexpliquée. Et oui, mais il y a aussi Alain Krief, le secrétaire de Mike Brandt,
qui se suicide lui aussi durant l'année 1984 en se jetant sous une rame de métro. Alors, tous ces drames, évidemment, alimentent finalement les rumeurs les plus folles, comme celle d'un assassinat, comme le défend la théorie du journaliste Julien Balestra. Et pour Iona Brandt, la nièce de Mike, sa mort restera un éternel suspense, mystère. Eh oui. Alors, c'était un personnage, bien sûr, touchant, sensible, peut-être trop pour cette vie, délicat, chez qui il y avait une urgence à vivre tout très vite, peut-être son rapport à la Shoah, et qui a d'ailleurs tout vécu en seulement 5 ans de carrière. C'est fou, une carrière fulgurante. Il a vécu en 5 ans ce que d'autres ne peuvent pas vivre et ne vivent pas en une vie entière. Perpétuellement amoureux, une étoile filante, à qui la vie a tout donné et a tout repris. Voilà, cette chanson dont je te laisse terminer en fredonnant. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris. Non, mais c'est fou parce qu'en plus, c'est très rigolo parce que cette chanson qui est Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris, lui, avec son accent, ça faisait tout m'a tout donné et tout m'a tout repris. Mais tout était... c'était ça, son charme. Voilà. En fait, alors là, c'est rigolo. Ça fait 47 ans que Mike Brandt est mort. Eh oui. Il est né en 47. Et il a enregistré en tout 47 chansons. 47 chansons, ce qui est donc le chiffre 47 est assez symbolique dans sa vie. Et d'ailleurs, à l'occasion des 47 ans de sa mort, il y a un spectacle qui tourne actuellement en Israël, sur un spectacle qui réunit sur scène des chanteurs israéliens, français, francophones. En tout cas, ça raconte l'histoire de sa vie et c'est actuellement en tournée dans tout Israël. Si ça vous dit, voilà. Ah ouais, et moi, je me lasse pas. On se lasse pas. J'ai été très touchée de travailler sur le profil de Mike Brandt parce qu'on peut comprendre un peu ce personnage qui a pas su trouver sa place, cet Israélien il comprenait pas la langue française. C'est ça. Et donc ça a été terrible. Ça a été terrible. Et puis c'est très émouvant parce qu'on se rend compte que finalement il n'avait que 28 ans. Et oui. Et ça m'a beaucoup émue. Eh ben oui, à plusieurs moments. Il a l'âge de nos enfants presque aujourd'hui. C'est ça. Voilà, Isabelle, la fin de ce nouveau fabuleux et tragique destin de Mike Brandt. Merci de toujours être là, de nous accompagner, c'est toujours un plaisir. De nous préparer des beaux destins. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV pour cette émission et toutes les autres. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, on vous dit à très bientôt avec Isabelle et un nouveau destin. À très bientôt. Au revoir.